Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui me sont très chers. Youssef Indy, que tout le monde connaît, pour le bien de tous, j'ai envie de Pour le dire. meilleur et pour le pire. Et Hassan Jay, que vous avez la chance de découvrir, au moins déjà à travers ODC TV, en deux fois. Le premier entretien, on a parlé de catharsis, de théâtre, etc. Et puis le dernier entretien avec Hassan Jay, où on a parlé du rôle de l'engagement des artistes et de la puissance de l'art dans la défense de la Palestine, vu ce qui se passe actuellement, à savoir le génocide dans la bande de Gaza. Et qu'il relève du devoir moral, pour ne pas dire religieux, pour les croyants, que de s'engager avec les moyens dont on dispose. Et l'artiste possède un moyen magique, tout simplement pour toucher le cœur et les âmes des gens, des uns et des autres, autant des citoyens du monde que des Israéliens eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de deux thématiques majeures. La première, de la question du positionnement déterministe dans lequel on nous piège par rapport à la question palestinienne. C'est-à-dire, ou bien on défend les valeurs conservatrices et on est du côté pro-israélien, un peu à l'image de Jordan Peterson, qui a été récupéré de ce point de vue aux États-Unis, ou bien on est pour les Palestiniens et on se retrouve dans le même bord que les LGBT, les woke et transgenres et toute la catégorie LGBTQX++, à plus l'infini. Et la deuxième thématique, c'est que l'oligarchie mondialiste et ceux qui nous dominent, parce qu'ils ne nous gouvernent pas, le gouvernement implique la légitimité, et ben, font un usage détourné de l'art, du cinéma, du théâtre, de la musique, de la littérature, pour normer ou normaliser un peu leur symbolique, leur message, leur agenda et leurs projets. Mais il y a également des gens qui font un autre usage de cet instrument-là, un usage de résistance. Et on va en parler à travers différents exemples de films connus ou de livres connus. Mais tout d'abord, Youssef Indy, peux-tu nous parler de ce faux clivage dont tu as déjà parlé par ailleurs, dans lequel on s'enferme quand on est pro-palestinien ou pro-israélien? Oui, alors le clivage, en fait, il est très simple à comprendre. On le voit en France, mais même à l'échelle occidentale globale, et je vais rentrer dans le détail. C'est ce qu'on constate en Occident et en France en particulier, c'est-à-dire que là, on parle au niveau dominant, c'est-à-dire dans les médias dominants, les organisations politiques dominantes. Parce que vous avez effectivement des organisations minoritaires ou marginales ou ostracisées qui, elles, ont un positionnement, je dirais, sain, c'est-à-dire contre l'hégémonisme dans toutes ses branches. En fait, on peut parler d'hégémonisme anglo-américain, judéo-protestant ou israélo-occidental, avec différentes branches, comme je l'ai dit, et une des branches est le sionisme et une autre des branches est le LGBTisme. Et quand je dis LGBTisme, c'est vraiment au sens large, le féminisme, l'homosexualisme, la propagande, le wokisme, la propagande LGBT dans les écoles, l'autorisation du changement de sexe des enfants, etc. Et dans ce système de domination, on constate que lorsque l'on veut défendre à un niveau de masse, quand on s'adresse à la masse, les valeurs conservatrices, c'est-à-dire anti-wokistes, anti-LGBT, on doit nécessairement passer par des grands médias néoconservateurs pro-israéliens. On le voit en France, par exemple, avec CNews, ou alors aux États-Unis avec des chaînes comme Fox News et d'autres. Et lorsque l'on veut défendre la cause palestinienne, ou qu'on est dans un positionnement anticolonialiste en général, eh bien, on est contraint, si on veut s'adresser à la masse, contraint de rejoindre les mouvements de gauche, d'extrême gauche, qui, eux, sont LGBTistes. Peut-être davantage d'extrême gauche que de gauche. Oui, oui. Parce que la gauche, disons que la gauche française est d'ailleurs depuis longtemps sioniste. Si on parle du Parti socialiste, on peut remonter loin dans l'histoire, dans le sionisme socialiste. Mais aujourd'hui, ceux qui sont effectivement en pointe, et là on peut les saluer sur ce sujet-là, sur la question palestinienne, ceux qui sont en pointe dans la dénonciation du génocide, dans le soutien des Palestiniens, du moins verbalement et dans les manifestations, c'est l'extrême gauche. Au niveau politique, c'est la LFI, et eux sont LGBT compatibles, et même accompagnent la propagande LGBT. Et ça a donné lieu à une polémique que j'ai eue récemment sur Twitter avec Rima Hassan, qui, alors les gens n'ont pas forcément compris pourquoi je l'avais interpellée. En fait, je l'avais interpellée parce que elle défendait l'homoparentalité. En fait, elle avait répondu à Marion Maréchal Le Pen
qui avait diffusé une information. Donc l'information, c'était deux homosexuels qui ont pas adopté un enfant, mais ont bénéficié de la GPA, de la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un couple lesbien ou gay qui a de l'argent et qui paye, comme le disait Pierre Berger, une femme pour qu'elle leur loue son ventre. En Ukraine, au Nigeria. Voilà. En Ukraine, c'est moins cher, c'est low cost. Ouais. Hein, l'Inde voilà. également. Voilà. Et en fait, Rima Hassan avait réagi en insultant Marion Maréchal Le Pen parce que Marion Maréchal Le Pen avait dit « Mais où est la mère ?» Voilà. Donc, et moi, j'ai répondu à Rima Hassan « On ne peut pas combattre le diable sioniste en faisant équipe avec Sodome et Gomorrhe. » Alors, certains n'ont pas compris. J'ai utilisé des images fortes mais l'idée est là. Alors, certains n'ont pas compris, le sens de ce tweet, et d'autres n'ont pas compris pourquoi j'avais interpellé Rima Hassan. Puis en rappelant que le fait d'évoquer Sodome et Gomorrhe, c'est que tu renvoies à un système, au fait. Pas une homosexualité individuelle, mais c'est au fait un système idéologique et structuré parce que auquel on a affaire. Là, on ne parle pas de pratiques personnelles. Ouais. Parce certains m'ont répondu « Oui, mais les gens font ce qu'ils veulent chez eux. » Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'un couple homosexuel qui achète un enfant, en gros. Voilà. Et donc, moi, ce que je déplore, c'est cela. C'est cette stratégie qui est bien huilée de division. Voilà. Et certains ont beau jeu, justement, d'attaquer les pro-palestiniens en disant « Oui, vous êtes bien gentils, vous êtes pro-palestiniens, mais vous êtes immigrationnistes. » C'est-à-dire que vous validez l'immigration de masse et vous êtes associé à des gens qui font de la propagande LGBT. Or, dans les deux cas, la cause palestinienne, en fait, entre en contradiction directe avec l'idéologie du grand remplacement, l'immigration de masse, puisque les premiers à avoir combattu le grand remplacement, ce sont les Palestiniens. Et les premiers grands remplaceurs, ce sont les sionistes et les Israéliens aujourd'hui. Donc, et également, sur la question LGBT, moi, je veux dire, j'aimerais bien que, je sais pas, Rima Hassan ou d'autres aillent en Palestine ou en Syrie et leur proposent la GPA ou le mariage homosexuel pour voir leur réaction. Donc en réalité, si on est pro-palestinien, il faut l'être jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai une question avant de céder la parole à Hassan par rapport à un deuxième volet, par rapport à la même question. Pourquoi les LGBTistes et les wokistes en général défendent la cause palestinienne, sachant qu'effectivement, tous les opposent factuellement, anthropologiquement, etc. Est-ce qu'ils sont manipulés et amenés par le système à aller sur ce terrain afin de les utiliser pour disqualifier tout antisioniste crédible, pour dire, au final, tu te retrouves dans le même banc que les LGBT, ou bien c'est une forme de naïveté qui fait que, forme je sais pas, il n'y a pas de bonté, mais de naïveté qui fait qu'ils défendent la Palestine en ne connaissant pas. Que ce soit du côté de l'extrême gauche ou dans les mouvements LGBT, il y a une cohérence entre guillemets, en tout cas un semblant de cohérence, dans le sens où ils s'opposent à tous les systèmes de domination. Système de l'homme sur la femme, le blanc sur le noir, l'israélien sur le palestinien, et ainsi de suite. Dans l'extrême gauche, il y a clairement cette tradition-là anticolonialiste et même antisioniste. Ça, c'est le premier volet. On peut dire que idéologiquement, ça peut s'expliquer. Il y a un autre volet qui est celui des réseaux et des financements. C'est qu'effectivement, quelqu'un par exemple comme George Soros, qui est à la fois à la tête d'un empire idéologique, le globalisme, et d'un empire financier. Un chef d'État sans État, comme il dit. Voilà, comme l'explique très bien Pierre-Antoine Plaquevent, George Soros finance les mouvements pro-palestiniens. Mais lui, il n'est pas particulièrement pro-israélien, parce que pour lui, Israël, c'est à l'échelle du monde. Oui. Mais il est plutôt contre un projet territorialisé, tribaliste, comme Israël. Oui, ça c'est une chose. Effectivement, il est contre le tribalisme, parce que lui, il est pour... disons qu'il y a, dans le judaïsme politique, il y a une branche territoriale qui veut un empire territorial, le Grand Israël du Nil à l'Euphrate, et il y a dans le judaïsme politique toujours une volonté d'unifier le monde sous une domination globaliste, cosmopolite. D'ailleurs, il y a un rabbin dont j'ai oublié le nom, mais qui est rapporté dans un livre de Yaakov Rapkin, qui est antisioniste, et qui dit le sionisme vise une portion de terre alors que le judaïsme vise le monde entier. Voilà. Avec pour capitale Jérusalem, comme fait Attali. Attali, en fait, fait la synthèse. Ouais. Lui, il est à la fois sioniste et globaliste. Mais je pense que George Soros ne finance pas les mouvements palestiniens
pour attaquer Israël et le sionisme. En tout cas, s'il le fait, c'est une des raisons. Moi, je pense que c'est pour mettre la main, pour maintenir le contrôle sur ces mouvements-là pro-palestiniens, pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout du combat pro-palestinien. Et je rappelle que, alors il y en a qui découvrent, ah oui, George Soros finance les mouvements pro-palestiniens. Et il est en plus attaqué par Netanyahu, qu'il accueille comme étant un ennemi. Mais le combat antisioniste est depuis même le début, bon, ça a évolué hein, bien sûr, sous contrôle de la gauche juive. Vous avez beaucoup d'antisionistes et d'organisations antisionistes dirigées, organisées par des juifs de gauche. Et ça renvoie même à la vieille opposition au sein du monde juif entre le mouvement socialiste, communiste, qui justement vise le monde entier, qui est universaliste entre guillemets, et les sionistes qui, eux, ont un projet territorial. Et les socialistes juifs reprochaient certains socialistes juifs reprochaient aux sionistes justement de réduire le projet messianique laïque à un projet territorial exigu. D'ailleurs, là, on l'avait abordé en détail lors de notre avant-dernier entretien. On avait parlé de la question de la gauche et de la droite dans le judaïsme, comment c'est décliné différemment. Hassan, j'ai une question très particulière. Alors, en général, quand on mène une lutte contre une injustice, contre un mécanisme injuste, on a tendance souvent à accueillir des gens même qui sont opposés sur d'autres volets, puisqu'on fait une forme d'alliance sacrée, on met de côté les divergences qu'on va juger comme étant secondaires au nom de la lutte prioritaire. Par exemple, pour ma part, j'avais mené une lutte contre la GPA avec d'autres personnes, et parmi les gens qui figuraient contre la GPA, il y avait des féministes, il y avait même des lesbiennes, etc., qui considéraient que la GPA était inhumaine, etc. Alors, ma question, qu'est-ce qui dérange quant au fait que des LGBT soutiennent, les gens qui soutiennent la Palestine, ou condamnent Israël, la colonisation, les crimes commis, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors je joue au naïf, je me fais l'avocat du diable, au sens littéral d'ailleurs. C'est quoi le problème? C'est-à-dire, à la limite, on dit vous êtes les bienvenus puisqu'on a la même lutte, et après on parlera d'homosexualité et d'autres choses, mais pour l'instant c'est Israël l'ennemi. Et non, je pense que c'est une erreur structurelle parce que, en fait, lorsqu'on ouvre la porte à ce genre de possibilités, il n'y a plus de lutte prioritaire et de lutte secondaire. Parce que, à ce niveau-là, tout est prioritaire. La famille ne passe pas après la Palestine et inversement. Il y a des choses qui sont essentielles. La Palestine, c'est essentiel. Le noyau familial, la société, la civilisation. La construction d'une société, c'est essentiel. Et donc, venir dire, d'ailleurs, il y a un problème actuellement aux États-Unis, c'est que de plus en plus de musulmans qui sont tombés dans cette même erreur dont tu parles, aujourd'hui, sont en train de se désolidariser des lesbiennes, homosexuelles, transsexuels, etc., qui, il y a quelques années, venaient faire des manifestations avec eux. Aujourd'hui, ils disent non. C'est pas parce qu'on défend la Palestine qu'on accepte de nous montrer avec vous, arborant des drapeaux, soit des arcs-en-ciel, multicolores, etc. Et donc, je voudrais revenir à j'ai envie de dire, une astuce ou une ruse du diable. Et j'aimerais aussi préciser à la base qu'on n'a pas de souci en tant que musulmans avec le concept de conspiration. Nous savons à travers le Coran que le plus grand conspirateur et le père de toutes les conspirations, c'est Satan. Et il le dit ouvertement à Dieu. Lorsqu'il est banni, il lui dit « Je vais me mettre sur leur chemin de tous côtés, je vais les faire dévier. » Et d'ailleurs, pour cette question des transsexuels, etc., je vais même, c'est intéressant, je vais même leur faire changer la création divine, modifier la création divine, ou on pourrait le lire comme étant la nature primordiale, voilà. Et donc, on parlait de ça un petit peu plus tôt entre nous, c'est qu'il y a une mutilation quand même physique. Oui, mais qui est abjecte même. Et qui est abjecte et qui est irréversible. Tout à fait. Et donc... Et des injections hormonales. Voilà, et ça c'est sur la longue durée, c'est onéreux et ça détruit le corps petit à petit. Et d'ailleurs, cette communauté a le taux de suicide le plus élevé. Le plus élevé, merci, et tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, on n'a pas de problème systémiquement avec le concept en tant que musulman de la conspiration. Il faut l'assumer. Et à un moment, quand on nous traite de conspirationniste, il faudrait limite dire il n'y a pas de problème.
c'est dans le Coran. Donc, s'il y a une conspiration globale contre l'humanité, il est tout à fait logique, et dans le Coran, il dit même qu'il y a des factions qui conspirent contre d'autres, donc il est tout à fait logique que certains se rallient à ce père de toutes les conspirations contre les personnes qui défendent le bien. Il n'y a absolument rien d'excentrique là-dedans. C'est du bon sens. Et dans ce combat, j'ai envie de dire qu'il y a une méthodologie qui revient souvent, c'est celle de l'inversion. Pour répondre à cette question, c'est que on veut brouiller toutes les lignes. Il n'y a plus de bien, de mal, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de lumière ou de clarté, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Vous voyez, il n'y a plus d'innocence et il n'y a plus de responsabilité. Et donc, en fait, ça devient, oui, tu es musulman, mais du coup, toi, tu es lesbienne, il n'y a pas de problème, défendons la Palestine. Non, parce qu'en réalité, lorsqu'on ouvre la porte, c'est comme fausser le pacte, c'est comme, on va dire, enlever de sa pureté. Le pacte, défendre la Palestine, c'est un gage de défendre la justice, de défendre ce qui est noble et ce qui est absolument juste. Et toutes les personnes qui défendent Israël sont soit ignorantes, soit de mauvaise foi. Il n'y a pas... Or, le fait, quand vous faites entrer, j'ai envie de dire, vous viciez la cause avec on va dire, d'autres causes qui détruisent en réalité l'humanité, le concept de l'fitra, de la nature primordiale de la famille, en réalité, vous ne vous tirez pas une balle, vous vous tirez des balles dans les deux pieds. Et donc, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ça finira par vous causer du tort. Et on l'a vu parce que ceux qui défendaient avec les musulmans dans les mêmes manifestations il y a des années se sont retournés violemment après, que ce soit par rapport à l'histoire de Trump ou par rapport à des positions avec Black Lives Matter, etc. On a vu qu'on ne peut pas attendre de ces communautés, je parle des LGBT, on ne peut pas attendre une fidélité à la vérité. Ils ont une fidélité peut-être à leur souffrance, au fait qu'ils se sentent victimes d'un certain regard, etc. Mais ça n'est pas fiable lorsqu'on est fil haqiqa, quand on défend la justice. Je comprends, seulement j'ai une petite objection. Je vais être un peu embêtant, c'est mon rôle d'ailleurs ici. C'est que cette approche est une approche honorable, moralement structurée, que je qualifierais d'essentialiste. Donc en fait, on ne négocie pas avec les piliers de la morale et on ne peut pas adopter de réalisme dans le choix des alliances que l'on fait, parce qu'à force de jouer au réalisme, on finit par tout perdre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit une époque où on est obligé d'établir des alliances par nature avec l'autre, avec l'altérité. Par exemple, contre le mondialisme, beaucoup appellent, j'en fais partie, à une sainte alliance des musulmans, des chrétiens orthodoxes, des catholiques authentiques, des confucéens peut-être même, contre le mondialisme. D'accord. Et beaucoup le prônent, Cheikh Imran Hussein, on en parlait en off avant l'entretien, Douguin, Alexandre Douguin et d'autres, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Mais si j'applique cette lecture essentialiste, eh ben, je dirais, non, moi en tant que sunnite, je ne m'allierai jamais avec les chiites contre Israël. Je termine, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, pour moi, la lutte contre Israël est aussi importante que l'unicité de Dieu dans sa définition, que le fiqh sunnite qui est fondamentalement différent de celui des chiites, etc. Ou bien je ne m'allierai jamais avec les chrétiens orthodoxes, parce qu'eux, ils croient à la Trinité, moi je crois à l'unicité de Dieu, donc je vais trahir le dogme en m'alliant avec les chrétiens orthodoxes. Donc, est-ce que cette approche-là a-t-elle des limites? Il y a une nuance, c'est qu'il y a un précédent pour les orthodoxes et pour les chiites, etc. Pas pour cela, pas pour ceci. Non, ça, je suis d'accord, mais la méthode. Voilà. C'est-à-dire que dans l'histoire, les musulmans se sont alliés avec, jusqu'à une certaine mesure, dépendant des époques et des contextes sociopolitiques, etc., avec donc soit chiites, soit catholiques, orthodoxes, etc. Les juifs ont vécu et ont prospéré en terre musulmane comme nulle part ailleurs dans le monde et dans l'histoire. Mais là, je tiens juste à rappeler une chose, c'est que dans le Coran, Ahl-Kitab, la cohabitation est prévue. Les gens du livre, merci. Elle est prévue, et il y a même une gestion à travers le Coran et la Sunna de comment on peut vivre ensemble. Il n'y a aucune notion de cohabitation avec le LGBTisme. C'est quelque chose qui n'a pas droit de citer sur la place publique, en tout cas en terre d'islam. Et je tiens à le rappeler, jusqu'à il y a très très récemment, en terre chrétienne, catholique ou orthodoxe. C'est juste qu'il y a
j'ai envie de dire, un effacement de la religion, de la piété qui est arrivée de l'Occident et qui, je trouve, à travers, j'aimerais en parler parce que c'est à travers le prisme artistique, donc les films, les séries, les contenus multimédia qui veulent envahir même nos sociétés musulmanes. On y va, on va pas brûler les étapes. Non, on voilà, en parlera tout à l'heure. Ouais, alors, Youssef Indy, j'ai également une question pour titiller un peu. Alors, j'avais réalisé un magnifique entretien avec Pierre-Antoine Plaquevent et un autre avec Lucien Cerise, puisque les deux ont abordé le même phénomène, mais sous des angles différents et complémentaires. Et l'une des idées qui ressort de ces deux entretiens, c'est qu'au fait, les LGBT, etc., qui se mettent à soutenir la Palestine, qui se retournent contre un certain conservatisme anglo-saxon, eh bien, c'est un peu le bug dans la matrice. Et qu'au fait, c'est un peu le golem dont on perd le contrôle. Alors, que penses-tu de ça déjà? Et puis deuxièmement, dans cette perspective-là, est-ce que isoler ces mouvances-là, wokistes, LGBT, woke c'est plus large que LGBT, ça englobe l'LGBTisme, mais ça va au-delà. Est-ce que les écarter, est-ce que ça ne va pas dans le sens de ce que veut le système? C'est-à-dire, au fait, on écarte un bug de la matrice au lieu de le nourrir et de l'alimenter. Alors déjà, pour répondre à la première partie de la question, parce qu'il y a, en fait, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est que on peut répondre en utilisant un concept à la fois chrétien et musulman, dans le sens où les ennemis de Dieu et les ennemis des croyants finissent par se faire la guerre entre eux. Et effectivement, quand tu dis ils ont créé un golem qui se retourne contre eux, effectivement, on peut dire, comme le disait Chrétien, l'enfer est divisé contre lui-même. Mais nous, on n'a pas à choisir, parce qu'en fait c'est ça le choix, c'est est-ce qu'on choisit l'enfer sioniste ou l'enfer l'enfer LGBT. Moi je dis qu'on ne choisit pas. Ce qui m'amène à la deuxième partie de la réponse, c'est oui, alors si on est réaliste, si on est dans la stratégie, il faut bien établir des alliances. Alors, moi je répondrais en disant que en fait les conservateurs, ça dépend des pays parce que ça varie. Mais si on additionne, par exemple, on parle le cas de la France ou même le cas des États-Unis où c'est quand même des masses plus importantes, si on additionne les conservateurs de différentes tendances, conservateurs catholiques, conservateurs musulmans, et même des conservateurs qui sont ni catholiques ni musulmans, qui renvoient au concept de George Orwell, la common decency, en fait, qui est un concept chrétien laïcisé, qui rejette ça parce que il y a quelqu'un qui a tweeté après moi quand il y a eu la polémique avec Rima Hassan, Régis de Castelnau, il n'est ni catholique ni musulman, c'est un communiste à l'ancienne. Et les communistes à l'ancienne, eux, ne sont pas du tout LGBT compatibles. Et lui, justement, il disait, moi j'étais prêt à voter en gros pour Rima Hassan, bravo Rima Hassan, mais là je découvre qu'en fait Rima Hassan, elle valide le LGBTisme et elle valide l'allocation des ventres de femmes pauvres pour contenter de riches homosexuels occidentaux en gros. Et là il dit non, c'est pas possible. Donc on peut élargir. Et là on peut atteindre une masse critique qui nous permet c'est pour ça que j'ai répondu en fait à Rima Hassan, on peut atteindre une masse critique qui dit vous dites que vous défendez les musulmans, vous voulez le vote musulman, vous les gens de gauche, ben si vous voulez le vote musulman, il va falloir vous aligner sur les valeurs musulmanes. Si vous voulez aller sur ce terrain-là, donc en fait, au niveau mais on n'est plus dans la politique là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avec le réel, on exige que l'autre adopte les mêmes valeurs que moi, sinon je ne m'allie pas avec. Non, oui, parce qu'en fait, on s'allie avec personne à parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on peut s'allier à des mouvements politiques qui ne sont pas d'accord sur tout avec nous. Et moi, franchement, je suis à ce niveau-là assez ouvert. Mais à un moment donné, on ne peut pas s'allier à des gens qui autorisent, par exemple, j'ai vu une image aux États-Unis, des travestis avec un drapeau palestinien qui parle à des enfants. Oui, et qui leur raconte des histoires. Et je vais dire, d'accord, je veux bien m'allier avec vous parce qu'en fait, vous êtes pro-palestinien et le LGBTisme, on verra plus tard. Et certains m'ont dit ça en disant, là, Youssef, arrête. La question palestinienne, c'est urgent. On verra pour le LGBTisme plus tard. On verra quand plus tard, quand tous les enfants auront changé de sexe. Voilà. Non, je vais dire, non, c'est pas possible. Et donc, si vous voulez aller sur ce terrain-là de l'électoralisme, vous voulez les voix des musulmans ou vous voulez les voix des catholiques traditionnalistes, si on va dans un autre sens, eh bien, dans ce cas-là, nous, on va faire pression sur vous pour que
vous effaciez de votre logiciel ce LGBTisme. Parce que c'est pas possible. C'est incompatible. C'est ça que je veux dire. Et la nuance, d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'avait répondu Rachid, c'est que il y a une différence entre dire on discute avec des religions, donc les gens du livre Al-Kitab, c'est quelque chose qui a existé sur des normes et des bases. Il y a toujours eu, on le dit pas assez, il y avait des discussions entre les religions dans plusieurs cités musulmanes au cours des siècles, et c'est vrai que il y avait une base pour ça, il y avait un adab, un respect, une étiquette pour faire cet échange et ce dialogue et cette discussion. Le souci, c'est que là, il s'agit d'une idéologie, disons-le, une idéologie de mort. C'est une idéologie de destruction. Donc là, on parle de survie. Ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un ait une spiritualité qui soit, pour nous les musulmans, un peu déviée ou viciée. Là, on parle d'une idéologie qui mène toute civilisation, quelle qu'elle soit, toute culture à la perte, à sa perte et sa destruction. Alors j'ai une question comment je peux rebondir. Oui, parce que ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai un peu écrit sur ce sujet-là. Le LGBTisme, dans mon esprit, et là, si on va du côté de la sociologie, de la sociologie des religions, là, ça a été validé très récemment par Todd dans son livre La défaite de l'Occident. J'ai lu une partie récemment sur le nihilisme, et lui, il associe le LGBTisme, je vais vite, hein, il associe le LGBTisme au nihilisme et le nihilisme à l'effondrement religieux. Et on voit en fait que les pays, et en fait le catholicisme en France, puisque le catholicisme en France qui s'est effondré a laissé la place aux idéologies modernes, et l'effondrement total des idéologies modernes et du catholicisme a laissé place à des idéologies mortifères. Et le LGBTisme est effectivement à mettre dans la catégorie du nihilisme. Et je pourrais utiliser un autre terme à la place du nihilisme, c'est l'antinomisme. L'antinomie, c'est le fait de combattre la loi, et donc la loi naturelle. Le combat de la loi naturelle, l'objectif de la loi naturelle, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde islamique, ça a pour objectif, un des objectifs, de préserver la vie. Maqasid al-Sharia. Un des objectifs de ce qu'on appelle la Sharia, c'est-à-dire le chemin, voilà, le corpus qui est borné par la loi, qui mène à la vie, eh bien, c'est son objectif, la préservation de la vie de l'espèce humaine. Or, le LGBTisme, au final, c'est la mort, c'est l'extinction. Mais en fait, c'est plus large que le LGBTisme. Là encore, c'est important de le rappeler parce que quand on est mosaïque, effectivement, il ne faut pas enfermer la mosaïque dans un élément de la mosaïque. C'est au fait la postmodernité en tant que telle qui produit un ensemble de courants, autant au niveau économique, au niveau sociétal, qu'au niveau culturel, qui sont des courants de déconstruction. Alors la déconstruction a précédé le LGBTisme. Le LGBTisme est l'un des modes d'expression de la philosophie de la déconstruction. Parce que le LGBTisme, c'est le fait de déconstruire l'hétéronormativité, c'est le fait de déconstruire le genre, et donc le résultat, c'est le LGBTisme à la fin. Et donc ça commence avec Derrida, ça commence avec la French Theory. Donc les pères spirituels de ce qu'on est en train de combattre, eh ben, c'est des courants philosophiques. Donc certains fondateurs étaient même hétéros, mais le résultat, c'est ça. Et donc la modernité est la première victime de cette postmodernité. On déconstruit l'État, les frontières, tout. Donc si j'ai bien compris, on peut jouer sur les contradictions du système en s'alliant à des gens différents de nous, mais il y a quand même une limite au-delà de laquelle aucune alliance n'est possible, parce qu'on n'est plus dans des différences secondaires, mais on est dans des différences fondamentales, fondatrices et premières, essentielles. C'est-à-dire le rapport à la question de la vie. Donc là, il n'y a pas d'alliance possible. Et même pour oui. Suivre, les gens qui se disent de gauche ou qui se réfèrent, ils ne se réfèrent plus du tout, mais il y a quand même un arrière-fond qui est censé être marxiste. La commercialisation du ventre des femmes, c'est quelque chose qui est antinomique du marxisme. Tout à fait. C'est l'extension de la marchandisation jusqu'au corps humain. Et ça, pour un marxiste conséquent, c'est inacceptable. Il ne peut pas défendre, oui, tout à fait. Pour pas qu'on nous réponde, oh, mais en fait, vous êtes des islamistes, vous êtes des bigots, vous faites référence à Sodome et Gomorrhe. Mais du côté marxiste, et d'autres... Mais même Freud.
Freud. Freud, il parlait de maladie mentale. Enfin, Oui, il parlait d'une perversion. Il disait Oui, que l'homosexualité. c'est une immaturité sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le stade, on est resté dans le stade anal de l'enfant. Voilà. Et une inversion du but et de l'objet. Tout à fait. Donc, même dans la tradition psychanalytique, effectivement, jusqu'à une période récente, c'était considéré comme une perversion. Une perversion, et c'était dans les livres en France jusqu'à il y a quelques décennies, et aux États-Unis, c'était dans les livres de psychiatrie, etc., c'était une déviance, voire effectivement une perversion et quelque chose, une abomination même. Le terme abomination est Alors j'y viens d'ailleurs. Freud, il le dit dans un de ses livres sur, je crois que c'est trois théories sexuelles, le titre exact, mais en gros c'est ça, théorie sexuelle, et c'est un des livres très connus de Freud qui est étudié. De toute façon, le débat c'est pas apocryphe. Hein. Il va être extrêmement large et malheureusement on ne peut pas l'englober en un entretien parce qu'effectivement, ce qui est factuel, c'est qu'on ne sait pas factuellement d'où ça vient, l'homosexualité. Il y a des gens qui, à l'âge de 12-14 ans, découvrent qu'ils sont attirés par des hommes. Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'on peut les soigner? Alors, il y a des cliniques qui font des thérapies aux États-Unis et en Iran. D'ailleurs, paradoxalement, il y a des choses qui les réunifient. Alors, je ne connais pas le taux de réussite, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire l'origine de l'homosexualité, il y a différentes théories, mais aucune n'arrive à trancher définitivement. Parce qu'effectivement, on peut parler d'abomination quand il s'agit d'un choix. Dans certains cas, c'est un choix. C'est quelqu'un qui décide d'expérimenter autre chose et puis il décide de s'investir là-dedans. D'autres, je cite l'exemple de Tchaïkovski, le grand compositeur russe, qui a toute sa vie été homosexuel, mais qui n'est jamais passé à l'acte. Alors, il était par je termine juste pour que les gens comprennent. Il l'était par le désir, c'est-à-dire il a toujours été attiré par les hommes, mais comme il était profondément croyant, il a interprété cela comme une épreuve de Dieu. Je voulais rebondir justement sur ça, c'est un très bon exemple, l'histoire de sa vie. Et c'est comme en islam, il y a... j'ai vu une personne aux États-Unis parler de ça et j'ai trouvé ça très intéressant parce que cette dynamique a été traitée au cours des siècles par les musulmans. C'est-à-dire qu'à partir du moment, quel que soit le penchant de la personne... qui ne choisit pas. Non, alors il y a déjà un désaccord là-dessus, mais quand bien même, le fait qu'il ne passe pas à l'acte, on n'a pas le droit de lui apposer, je parle du point de vue musulman, on n'a pas le droit de lui apposer d'étiquette. Et c'était j'ai envie de dire, cette virilité vertueuse de ce compositeur, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas de prosélytisme de cette sexualité comme étant une alternative viable pour une vie sur la place publique ou dans une société ou dans les familles, à partir de ce moment-là, il y a donc ce tumulte, ce combat intérieur, et donc il y a en réalité une possibilité d'évolution spirituelle, d'initiation, de remède, j'ai envie de dire, et d'élévation. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on nous présente, et ça aussi c'est un combat, on nous présente ça comme étant là, et qu'on ne peut pas le changer, et que l'être humain doit rester comme ça, et qu'il faut qu'il puisse vivre cette sexualité de cette manière. Et je voyais un des habaïb du Yémen récemment dans une vidéo qui disait, et eux, ce sont des gens qui ont été élevés dans la pure tradition, mais qui ont une grande douceur dans leur manière d'appliquer la religion et de transmettre le message. Et il y a un jeune homme qui l'appelle, cette vidéo existe, hein. C'est un grand savant, il l'appelle et lui dit « Moi, je suis attiré par les hommes ». Et c'est très beau ce qu'il lui dit. Il lui dit « Écoute, Dieu t'aime. Mais si tu vas sur ce chemin, si tu empruntes ce chemin et que tu passes à l'acte, quel que soit ton penchant, si tu passes à l'acte, tu vas te rabaisser, tu vas te souiller. Tiens bon, et plus tu tiendras bon, plus tu auras de mérite et plus tu auras de chances de t'élever, de sortir et peut-être de transcender ce penchant. » Et donc, en réalité, il y a une réponse, et en tout cas au niveau de l'islam, parce que j'ai fait des recherches très très profondes à ce sujet. Le souci, c'est qu'on ne nous montre jamais cet aspect-là des choses. Dans les films et les séries, tous les personnages qui ont ces penchants... Arrête de parler de cinéma, on va en parler après. Ah bah oui, mais ça me tient à cœur. Je suis impatient, j'avoue. Alors, je vais t'arrêter par une question que je vais te poser, comme ça on ira directement après par rapport au cinéma. Une dernière question pour vous deux, mais je commence par Hassan. Alors, si on fait un résumé global, on a une idéologie mortifère. Je ne parle pas du LGBT, mais je parle de l'idéologie mère, de la maison mère, c'est-à-dire de ce mondialisme cosmopolite, enfin les Soros, les grands qui
qui domine les principaux leviers financiers, médiatiques, artistiques, etc. Le truc, c'est que la plupart d'entre eux, des maîtres de cette oligarchie, ne sont pas homosexuels, sont hétéros. Alors souvent leurs gosses sont homosexuels. C'est le cas de George Soros. Ouais. Mais bon, mais... photo avec une robe ou un truc, quelque chose. Tout à fait, mais eux ne le sont pas. D'accord, ils sont plutôt du côté du Sodome et Gomorrhe, mais du marquis de Sade, c'est-à-dire où il y a des femmes emprisonnées, esclaves, sexuelles, etc. Et d'ailleurs, ils ont des orgies, des rituels et tout. Et donc, ils sponsorisent et ils encouragent le wokisme et le LGBTisme juste pour saper les fondements civilisationnels et anthropologiques des peuples, afin de les déraciner totalement, de les déstructurer, d'en faire une masse amorphe, et même de les réduire démographiquement parlant, afin de créer un monde où, peuplé d'esclaves et d'une élite sûre d'elle-même et dominatrice. J'ai rien dit. Voilà. Donc, de ce point de vue, s'acharner et combattre quasi exclusivement que le LGBTisme, n'est-ce pas avoir une guerre de retard, dans le sens où on ne combat pas la maison mère, mais on combat un ersatz, on combat une forme de sentinelle de la maison mère, et qu'on occulte le vrai combat. Ou bien peut-on mener les deux en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'on combat le LGBTisme, mais on n'est pas dû penser que ce n'est pas une idéologie autonome, mais qu'il y a une matrice intellectuelle et conceptuelle qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus dangereuse, parce que cela n'est qu'une émanation, mais que la maison mère, elle a un projet planétaire qui va au-delà du LGBTisme. Bien sûr. Mais il n'y a pas de, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'opposition à ce niveau-là. Comme combattre le symptôme ou la maladie, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut traiter les deux, et le symptôme et la maladie? Pour ça, à mon avis, je pense que tu seras d'accord avec moi, Youssef, il faut... Oui, je serais d'accord. Bon, bah écoute, on a fini. Merci beaucoup, prochain sujet. À mon avis, il faut deux composantes. Il faut d'abord être renseigné, donc il faut être instruit. Et Youssef on est tous très fiers du travail qu'a fait Youssef. L'instruction est essentielle, l'érudition, et la mesure. Pour moi, si on est instruit et mesuré, on combat toujours les graines du satanisme. Donc, que tu vois la vision globale pour le monde de la maison mère ou une émanation qui est le LGBTisme ou autre, c'est bon parce que on sait qu'on ne doit pas haïr les êtres humains, on doit haïr une vision de la vie, on doit haïr le péché, on doit haïr la mutilation et il faut combattre. Mais peut-on aller jusqu'à dire, pardonne-moi, que je ne parle pas des maîtres organisateurs du LGBTisme, mais des membres adhérents, c'est-à-dire qui cherchent une tribu intégrée. Adhérents pratiquants ou adhérents juste par sympathisants de la cause? Non, je parle d'homosexuels ou de lesbiennes, etc., qui font partie qui se revendiquent comme étant LGBT, le LGBTisme étant un tribalisme, d'ailleurs ils ont un drapeau, donc c'est un peu les attributs d'un État. Complètement. De communauté, voilà. Et ben, beaucoup de ces gens sont des cas de personnes névrotiques, dépressives, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'appartenance sentimentale et émotionnelle, et qui voient dans le LGBT une forme de tribu qui va leur offrir protection, amour, appartenance, etc. Parce que tu as dit une phrase très puissante, on ne déteste pas les personnes, mais le péché. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ces gens-là sont des victimes de leur péché? Et qu'en fait, on combat leur péché, mais pas eux en tant que personnes? J'ai envie de dire, ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est de les ramener à la vérité. Je repense à ce hadith que j'aime beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant des idolâtres et il y a toujours des compagnons autour de lui qui ont envie d'agir devant des choses. Et lui, il a mal au cœur pour eux. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de ramener les gens à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Notre but n'est pas d'attaquer les personnes physiquement, c'est de leur dire, écoutez, nous avons cette limite. Tant que vous ne la franchissez pas, on pourra discuter. Si vous la franchissez, vous nous forcerez à vous repousser. Mais notre but, c'est juste de vous montrer que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est votre salvation. C'est le meilleur espoir que vous avez sur terre. Ça, mais il n'y a pas... Si tu parles de vue musulman, les catholiques pensent Bien la même sûr. chose, les orthodoxes Voilà, les pensent la catholiques même chose. ont leur prisme, etc. Mais les trois veulent les sauver de ce péché-là. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une approche de salvation, d'appel au message d'amour, de vérité et d'élévation, ça va, on peut toujours discuter. Le souci, c'est lorsque vous avez... oui, non, bien sûr. C'est le souci... Bon, alors, le souci, c'est que quand... Tu es souci. Je suis souci. Oui, et d'ailleurs, tu es souci. Elle est très bonne, celle-là. Elle est très bonne. Je dis bravo. Le vrai souci, c'est quand on a, par exemple, une horde à Central Park. Non, c'est une vraie problématique sociétale. Et je me suis posé la question avec beaucoup d'amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous avez une horde à Central Park qui marche,
en chantant « We're here, we're queer, we're coming for your children ». Voilà une vraie question. Tu comprends? C'est-à-dire que, je dis toujours, on peut discuter, mais quand l'autre prend les armes, entre guillemets, la parole est une arme, hein. La marche, la manifestation, les drapeaux, etc., le bruit, ce sont des armes. Quand ils allient toutes ces choses-là et qu'ils marchent en disant « nous venons pour récupérer vos enfants », il faut quand même clairement dire une chose, l'islam ne prodigue pas ou ne dit pas que dans cette situation, il faut rester assis et être dans l'acceptation et l'accueil. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut clairement résister et il faut dire « stop ». Cette ligne-là, on n'acceptera pas que vous la franchissiez. Ça, c'est très clair. La virilité spirituelle, elle est là et elle doit se concrétiser pour défendre notamment nos femmes, nos enfants, nos sociétés. Et voilà où est le dosage. Pourquoi je disais, il faut doser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se castrer et se prostrer pour autant. On est tenu par le temps, parce que j'avais également la même question, mais autrement pour Effendi, mais je pense qu'on va passer au deuxième volet. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. L'oligarchie, on le sait très bien, utilise d'autres canaux pour toucher l'âme et corrompre l'âme et l'esprit des gens. Le cinéma étant un canal primordial. Alors, il n'y a pas que le cinéma, il y a la littérature. Je rappelle que le marquis de Sade, à l'époque, faisait le même boulot. Voilà. Après, bon, il y a des théories qui disent qu'il n'a jamais pratiqué ce qu'il écrivait parce qu'il a passé l'essentiel de sa vie en prison. C'était entre prison, liberté, prison, liberté. Et donc, peut-être qu'il fantasmait tout cela en prison. Peu importe, mais en tout cas, l'effet, il est là. Et il est toujours dans une forme de fétiche pour notre oligarchie. Il y a le théâtre et beaucoup de choses. Alors, au niveau du cinéma, il y a Netflix, ça tout le monde connaît. Donc il y a une forme de typologie standard. Donc c'est toujours des adolescents qui sont des héros. Le gentil est toujours blanc, hétérosexuel. Pardon, le méchant est toujours blanc, hétérosexuel. Le méchant est toujours noir, métis, transgenre, etc. Mais du point de vue du cinéma, est-ce que chacun de vous peut nous citer un film qu'il considère comme étant fondamentalement dangereux pour toute personne qui ne soit pas outillée conceptuellement et qui pourrait se faire contaminer? Un film. Compliqué. Ouais, parce qu'il y en a tellement. J'en ai un, mais je vais l'aborder à travers plusieurs éléments, parce que j'ai une certaine exigence artistique et je l'assume totalement. Ouais. The Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch. Ouais. Tu sais, c'est l'histoire de ce grand génie, scientifique, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. J'ai un doute parce qu'il était sorti en 2014, ça fait 10 ans déjà. Oui, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, il avait aidé les Britanniques, je crois, pour déchiffrer voilà. Une machine allemande. Tout à fait. Et en réalité, tout le film est brillamment réalisé. Brillamment interprété, je le dis. Benedict Cumberbatch est un des acteurs les plus doués et les plus méticuleux et précis de cette génération. Non, indiscutablement. Et à la fin du film, chose qui n'a plus rien à voir ni avec le propos ou avec le développement ou l'évolution émotionnelle, rien. À la fin du film, il éclate en sanglots et il joue extrêmement bien. Et il fait cette confession à, je crois, comment elle s'appelle cette actrice? Cher ami, le but n'est pas de spoiler le film. Oui, pardon. Il y a des gens qui l'ont pas vu. Non, mais ce que je veux... juste l'aspect dans le film qui ne veut pas. En réalité, c'est cette révélation de la fin du film qui revient à notre sujet, de l'homosexualité. Et en réalité, c'est son coming out, mais dans les 5-6 dernières minutes, et c'est une trahison. C'est une trahison qui, comment dire, émotionnelle, parce que qu'est-ce qui se passe? On prend le spectateur au moment où il est le plus fragile, le plus vulnérable, et là, on glisse cette information pour faire adhérer au tumulte de ce personnage. Je dois dire que dans le procédé, par le réalisateur et par la structure dramatique, c'est d'une grande perversion, c'est malhonnête, et c'est très dangereux pour le spectateur non aguerri, non renseigné, et non incapable de doser les choses. Voilà. Et moi, à la fin de ce film, pour finir, à la fin de ce film, j'ai dit, c'est pour ça que je le cite, j'ai dit c'est le parfait exemple de trahison du cinéma par cette... Tu sais, c'est le motto du Mossad, by way of deception,
You shall go to war. Et donc c'est ça. C'est en fait Nous vaincrons par la ruse. Je vais te faire insuffler le petit détail. Le diable se cache dans les détails, qui va en fait tout vicier et tout fausser. Voilà. Alors, Youssef Indy, je vais essayer de, pas de t'orienter, mais de proposer un cadre. Oui, mais alors, tu répondras en plus à ma question, et je pense qu'on va clôturer un dernier tour de table après. Alors, que penses-tu de toute la production cinématographique? Alors, on en parlait en off brièvement, qui tend à présenter le diable sous un aspect sympathique, soit de manière anthropomorphe, à travers un humain, un acteur, etc. D'ailleurs, il y avait un scandale récemment, alors je ne sais pas si c'est HBO, mais c'est en rapport avec Amazon, en l'occurrence, où il y avait un dessin animé qui relie la Bible autrement et qui présente le diable comme une victime de la tyrannie de Dieu, qui est intolérant à la liberté d'expression, et que le pauvre Satan n'a fait qu'exprimer une opinion divergente, et que pour cela il a été puni et chassé du paradis, etc. Ou bien même des séries. Il y a une série où le diable est un ange déchu, il tombe sur terre, et puis il dirige une boîte de nuit, alors j'ai oublié le nom. Lucifer, voilà. Mais il est sympathique. Oui, mais Cette série a fait un carton. voilà, mais quand je vois la série, mais le diable est sympathique. Je veux dire, il est à la limite une victime. Il est toujours beau, bien Il est beau gosse, voilà. Il est luisant. Tout à fait. Et puis Dieu, c'est un tyran. Donc, que penses-tu de cela, de cette approche-là, de cette relecture biblique à travers le cinéma et même des films? Des fois, on en parlait lors d'un entretien par rapport à Noé, par rapport à Moïse, etc. Où Dieu est un gamin capricieux, qui fait ce qu'il veut, etc. Cruel, Yahvé, au fait. Et puis ton film, c'est quoi? Alors, je dirais pas un film en particulier. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant et le plus dangereux actuellement, c'est les blockbusters, c'est-à-dire les films à gros budget, énorme audience à l'échelle occidentale et à l'échelle mondiale, qui ont été. Alors, je me suis un peu penché sur cette histoire-là. C'est l'histoire de Marvel. Oui. Marvel, c'est des films qui font entrer des milliards de dollars. Et les fondateurs, c'est tous les catholiques. Bien sûr. Exactement, tout à fait. Mais cela ne nous regarde pas, Rachid. Ceux qui ont créé Marvel et comics, ceux qui ont créé des personnages, Superman, etc., effectivement, sont très souvent des juifs européens qui ont émigré aux États-Unis. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que après le succès de la phase 1, 2 et 3 de Marvel, qui commence avec Iron Man en 2008, il y a eu des pressions énormes sur Marvel, dirigé par Kevin Feige, pour que Kevin Feige commence à intégrer des homosexuels, des transgenres dans les films Marvel. Effectivement, c'est une figure lyrique du super-héros. Bah oui, c'est compliqué d'en faire. Oui, voilà. Sans parler du transhumanisme, du rapport avec la machine. Oui, alors il y a ça. Ça, c'est dès le départ. Ça, il n'y a pas de problème. Déjà, avec le premier film à Iron Man, ou alors Hulk, qui est en fait un Banner, qui est un scientifique qui devient un monstre, une sorte de golem, bref. Et finalement, Feige a plié, d'autant plus que Marvel, Cinematic Universe, a été racheté par Disney. Disney, qui est une énorme machine pro-LGBT. D'ailleurs, il y a eu un conflit entre Disney, Euro Disney aux États-Unis, en Floride, et le gouverneur de Floride qui est conservateur. Donc là, le danger, il est là, parce que Disney, c'est à la fois des films gros budget qui touchent des centaines de millions de personnes à travers le monde, et d'enfants. Il y a aussi des dessins animés. Ah bon, j'ai plus l'âge de regarder les dessins animés, mais je vois passer des articles sur des sujets avec des dessins animés. D'ailleurs, ils se sont rétractés récemment. Je mets de l'eau à ton moulin. L'héroïne de Frozen, qui est un des dessins animés qui a fait les plus gros chiffres au box-office du 1 le 1 et le 2, ils avaient annoncé que l'héroïne, dans le 3, serait présentée comme en réalité une lesbienne. Tout le monde leur est tombé dessus, toutes les associations de chrétiens, d'évangélistes, de toutes les communautés en fait des États-Unis leur sont tombés dessus parce qu'ils ont dit vous voulez en fait pervertir nos enfants qui ont adoré les 2 premiers volets, etc. Après, il y a l'autre volet, également Netflix, toujours que l'on moque souvent par rapport à ça. Dès qu'il s'agit de revisiter l'histoire européenne, on se retrouve avec Achille qui est un Ivoirien, Zeus qui est un Sénégalais, mais on ne trouve jamais l'inverse, c'est-à-dire qu'un roi malien soit joué par un Norvégien. Ça marche jamais.
Par rapport à Marvel, juste, je termine parce que c'était significatif. Quand Feige a commencé à plier, eh bien, il a intégré dans un de ses films, un des films de Marvel, un couple homosexuel, un noir et un arabe. C'était le premier arabe de Marvel. C'est un homosexuel qui joue le rôle de la femme, en fait, dans le couple, et qui ont un enfant adopté. Voilà. Et il y a une expression aux États-Unis qui dit « go woke, go broke ». Eh bien, à partir du moment où Marvel a fait ce tournant LGBT, pas seulement pour ça, hein, parce que aussi par la pauvreté des scénarios, etc., eh bien, il y a eu des chutes au box-office, ils ont commencé à se casser la gueule comme si on leur avait collé la poisse. Donc là, c'est le bon côté des choses, disons, c'est que cette propagande, quand elle commence à s'intensifier, devient la caricature d'elle-même, elle se casse les dents. Netflix a perdu énormément d'argent, Disney aussi. Oui. Et comme les marques Budweiser, North Face, etc., dès qu'ils ont présenté des transsexuels ou des of Benetton, voilà, ils ont perdu, mais ils ont eu une chute vertigineuse de bénéfices. Et en fait, on revient à l'inversion très rapidement. On va conclure avec un dernier mot de chacun de vous. Oui, tout à fait. C'est que le Cheikh Hamza Youssef a dit cette phrase que je trouve très significative. Il a dit: le diable prend son temps. En fait, ça commence, au cinéma, tout a commencé avec Bonnie and Clyde. On parlait du cinéma. Il était impensable aux États-Unis, avant Bonnie and Clyde, de montrer la violence graphique et même la vulgarité à un certain niveau. Bonnie and Clyde, et c'est étudié dans les écoles de cinéma, a changé ça. Mais en fait, si vous regardez de Bonnie and Clyde à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en 2 ans ni en 10 ans. En fait, ça vient progressivement, jusqu'à arriver à un stade où, comme il dit, aujourd'hui, un arabe joue un homosexuel dans un immense film Marvel. Et on est en train de voir encore les effets de ça. Il y a de plus en plus... avant, c'était l'arabe qui jouait le vilain terroriste, hein, qui voulait rétablir le califat. Aujourd'hui, c'est l'arabe, on l'a vu en France, hein, il y a eu des stars qui ont fait ça. Et on le voit aux États-Unis, et personne... à part ces associations de famille, ne sort pour dire, en fait, c'est une humiliation. C'est une humiliation idéologique, c'est une humiliation concrète à tous les niveaux, humaine. On détruit la virilité, c'est une castration. Et les femmes aussi. Les femmes ont été chosifiées petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus aucune notion de... Où est la mère ? La notion de maternité, celle qui va enseigner à une génération, à une société. Il n'y a plus rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est mon plaisir. C'est d'ailleurs très bien incarné par Jodie Foster à Hollywood, qui aujourd'hui vient sur les tapis rouges, en fait depuis des années, avec sa compagne. C'était quelque chose d'impensable il y a seulement 10 ans ou 15 ans aux États-Unis. Donc en fait, le diable prend son temps. Le problème, c'est que si en face de lui, il n'a pas une identité renseignée sur elle-même, assumée et entraînée pour doser comme il faut, eh ben, en réalité, ça nous envahit, ça va s'imposer. Et il commence par les enfants. Vous avez entendu parler du scandale du film Netflix où on a ces petites filles qui dansent de manière à demi nue et de manière très aguichante. Ça a fait un scandale. Et le film a été démonté par toutes les critiques. Il faut qu'il y ait de plus en plus de voix comme celle-là. Je salue ta bravoure pour le tweet que tu as écrit par rapport à... C'est un tweet en même temps. Oui, mais il a fait. Mais tu as plus de... Regarde, tu as plus de 200 000 vues. C'est la preuve que ça a. Les gens n'attendent que ça. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a encore trop de gens. On en parlait sur la... Trop peu de gens. Trop peu de gens, voilà. Non, parce que j'allais dire, il y a trop de gens qui ont encore peur. On en parlait sur l'art l'autre fois. Et sur ces questions-là, tu as encore trop de gens qui disent « Oui, mais tu sais, j'ai pas envie d'avoir de problème. » Ah oui? Mais et tes enfants? Et tes parents? Est-ce que je veux dire, et Dieu et le prophète? Il faut défendre la vérité, parce que sinon, il restera plus rien à défendre. Alors, il a parlé des femmes, effectivement, ce qui est aussi frappant, c'est que cette idéologie LGBT consiste également à effacer les femmes. Tout à fait. Et il commence à y avoir des réactions de féministes qui disent, mais en fait, le LGBTisme, c'est la victoire de l'homme, d'une façon, de l'homme déguisé en femme.
de la femme à barbe qui est On le voit dans le sport d'ailleurs. On a des transgenres qui font exprès leur migration pour gagner des médailles avec les femmes. C'est ça. Et jusque dans des sports où il y a une confrontation physique. Le handball et même le MMA. Même le MMA. Donc en fait, non seulement les femmes se font effacer, mais en plus elles se font casser la gueule par des hommes déguisés en femmes. Tu as vu ce qui est arrivé à la nageuse aux États-Unis le jour où il y a un trans qui est venu pour faire la compétition. Elle s'est élevée pour dire ce n'est pas normal qu'il puisse concourir avec nous en même temps que nous. Elle a été tabassée dans la rue. Ah oui. Elle a été tabassée dans la rue. Donc, au final, on voit que, parce que dans l'histoire du féminisme, surtout de la deuxième vague, on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idéologie homosexualiste, puis transsexuelle, etc., accompagne le mouvement féministe quasiment depuis le début. Comme auxiliaire, début. Et le mouvement lesbien accompagne le mouvement féministe depuis quasiment les débuts. Et là, en fait, certaines femmes, beaucoup de femmes, commencent à se rendre compte que ce combat féministe était en fait un wagon ou le fauné du LGBTisme aujourd'hui qui se retourne contre elle. Donc finalement, on peut dire que l'aboutissement du féminisme est l'effacement des femmes. Tout à fait. C'est leur annulation. Merci infiniment. Alors, juste pour conclure, le but n'est pas d'inviter les gens d'arrêter de voir Netflix ou autre chose, mais juste quand vous regardez Netflix, imaginez-vous comme étant des anthropologues qui allaient voir comment vivent ces tribus primitives de la postmodernité LGBT. Un peu à l'image des anthropologues d'antan qui allaient en Amazonie. Netflix, c'est l'Amazonie, la nouvelle Amazonie. Et il y a ces tribus LGBT. Donc moi, je vais regarder des séries juste pour me renseigner comment ils vivent, où ils en sont, etc. Voilà. Et si vous ne savez pas vous y retrouver, eh bien, vous avez Rachid Hachi, vous l'appelez pour savoir quel film ou quelle série regarder devant vos enfants. Messieurs, merci infiniment pour tous ces éclairages et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.